Alors, aujourd'hui, on est là, je vois qu'on est déjà 11, donc je vais commencer. C'est le premier live, le premier rendez-vous. Ah, coucou Emmeline, je t'avais pas vu. C'est le premier rendez-vous hebdomadaire que j'ai appelé Be Good at MM Money. Ça veut dire Making and Managing Money. En gros, sois bonne à gérer et générer de l'argent. L'objectif, c'est toujours le même. C'est vous aider finalement à créer votre cercle vertueux tout en profitant du voyage. Si tu ne me connais pas encore, mais je vois qu'il y a mes habitudes, donc vous savez déjà ce que j'entends par cercle vertueux, mais on ne sait jamais pour le replay. Pour moi, créer son cercle vertueux, un cercle vertueux finalement c'est quoi? C'est un écosystème qui permet de générer assez de revenus pour ne plus avoir à s'inquiéter de l'argent. Parallèlement à ça, on aura mis en place une méthode de gestion qui nous permet de garder l'argent, profiter de l'argent qu'on aura généré, mais aussi ne plus avoir de problèmes financiers à cause d'un manque d'imprévu, à cause d'un manque d'anticipation ou un manque de planification par rapport à ses dépenses. Coucou Aurélie, ma petite Savou. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de créer un écosystème qui permet de générer différentes sources de revenus et de bien gérer ces revenus pour ne plus avoir d'imprévus ou en tout cas les gérer et ne plus avoir de problèmes de découvert. Donc l'objectif de ce live hebdomadaire, c'est de récolter vos questions sur les 3 phases de la méthode FODAF qui permet de créer son cercle vertueux et d'y répondre en live. Je trouve que c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus pratique qu'un post en carrousel ou qu'un Reels et ça permet aussi de discuter ensemble, d'avoir vos questions en direct et puis d'avoir votre ressenti parce que ça manque un peu quand on fait des stories. Donc voilà, donc j'ai récolté des questions depuis lundi. J'en ai récolté une quinzaine, donc merci à celles qui ont joué le jeu. Et l'idée, c'est d'y répondre. Donc si vous êtes prêtes les filles, on va commencer. Je ne pense pas que je vais me présenter parce que vous me connaissez. Si vous voulez que je fasse une présentation, dites-moi, mais je pense que vous me connaissez déjà. Donc vous me dites, j'attends. Soit on commence directement les questions, soit je fais une petite présentation de qui je suis et pourquoi je suis là en tant que consultante en gestion financière. On connaît notre boss lady. T'es trop mignonne, Isabelle. Bon, mais je propose qu'on commence. La première question que j'ai reçue, donc j'ai noté toutes les questions. La première, c'est par où commencer pour mieux gérer son budget et gérer les imprévus. Donc j'en ai reçu plusieurs des questions de ce type. Pour moi, c'est très simple. Pour commencer, dès qu'on décide de commencer à gérer ses finances, on doit faire un arrêt sur image et faire son état des lieux. Pourquoi on fait un état des lieux? C'est finalement pour avoir la structure financière, sa structure financière, donc la structure de ses finances. Avoir une image précise, exactement. Mais de toute façon, maintenant, toi, tu ne vas pas répondre parce que c'est une de mes clientes, donc elle sait déjà et on l'a fait ensemble. Mais on va le dire pour les autres. L'idée, c'est de faire un arrêt sur image et de se dire, ok, comment est composée ma structure financière? Pour ce faire, on va catégoriser chaque dépense. Petit aparté d'ailleurs, je n'ai pas précisé, j'ai fait un cours qui est complètement gratuit, qui s'appelle « Je pose les fondations de mon cercle vertueux » et j'en parle encore plus en détail que ce que je vais faire dans le live, j'en parle vraiment et j'ai même mis un outil à votre disposition pour vous permettre de faire cet état des lieux et de faire cette structure financière. L'objectif, c'est donc de catégoriser toutes ces dépenses pour savoir in fine de combien on a de disponible pour notre budget argent de poche. C'est comme ça que je l'appelle. Combien de catégories de dépenses on a? On a les dépenses fixes. Donc ça, c'est la catégorie la plus simple. Ce sont les dépenses qui sont connues à l'avance parce qu'on a un engagement avec notre fournisseur, notre créancier. Je pense au loyer, au crédit, abonnement, assurance téléphonique, assurance voiture, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît déjà à l'avance. Donc, on va mettre tous ces types de dépenses dans la catégorie dépenses fixes. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la catégorie dépenses variables essentielles. Ce que j'appelle catégorie dépenses variables essentielles, finalement, c'est 3 flux. Les flux des dépenses courses, parce que ce sont des dépenses qui varient, même si on le voit dans le cours également que ça varie, mais finalement quand on fait son état des lieux, on se rend compte que c'est plus ou moins le même montant. Donc les courses, les frais de déplacement, donc si on a une voiture, ce sont les frais d'essence, si on est en transport, ce sont les frais de transport, et les frais, merci d'ailleurs Cindy de m'avoir donné ce conseil lors de notre discussion et ce précieux tableur, avec plaisir. Et le troisième flux, ce sont les flux, les frais de santé. Les 3 flux qui sont pour moi essentiels. Donc, je les mets vraiment dans une catégorie à part. La partie courses, on connaît, ce sont les courses qu'on fait tous les mois. La partie déplacement, c'est les frais d'essence et les frais de transport. Et la partie frais de santé, effectivement, quand j'en parle avec mes clientes, elles me disent, oui, mais soit on est remboursé, je ne comprends pas pourquoi je dois avoir une catégorie de dépenses frais de santé.
Pour moi, c'est très simple. Le plus souvent, quand on a des inconvénients financiers, c'est parce que ce sont des dépenses qu'on n'a pas prévues en amont ou qui n'étaient pas du tout prévues. Je prends un exemple. Si sur un mois, tu t'es bloqué le bas du dos et que tu vas chez le kiné, pour ma part, mon kiné, c'est 70 €. Ma mutuelle me rembourse 3 rendez-vous à l'année. Si j'y vais une 4e fois et que c'était pas prévu, parce que je me suis bloqué le dos, surtout que je fais du sport, eh bien, je dois sortir 70 €. Si j'ai un budget argent de poche de 250 € et que j'avais déjà prévu dans mon budget d'en faire quelque chose ou que j'avais un plan de provision, on y reviendra, ces 70 € peuvent me mettre en difficulté, entre guillemets, financière sur le mois. Donc, c'est à cause de ces 70 € plus un autre imprévu, que on finit finalement à découvert. Donc, le fait de mettre en place, finalement, on y reviendra après, mais le fait de mettre en place une provision pour ses frais de santé, c'est ce que je mets en place avec mes clientes. C'est pas énormément, il y a une méthode pour décider combien d'argent on met de côté tous les mois pour ses frais de santé, mais le fait d'avoir ce petit matelas de sécurité me permet de piocher dedans si jamais j'ai besoin d'aller chez le kiné, chez l'ostéopathe, chez le podologue, peu importe, me permet de piocher dedans, et si ma mutuelle me rembourse, du coup j'ai pas le problème de phasing entre le moment où j'ai dépensé les 70 € et le moment où ma mutuelle me rembourse, et ça n'impacte pas le budget argent de poche que j'avais dans mon budget, que j'avais prévu lorsque j'ai fait ma planification. Donc, les frais de santé, même si c'est pas quelque chose qu'on peut anticiper de façon précise comme les courses ou comme les frais de déplacement, on met ça dans la catégorie dépenses variables essentielles et on prévoit justement une provision pour ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de dépenses. La troisième catégorie, c'est l'épargne et les investissements. J'aurais dû commencer par là parce qu'on connaît bien le dicton « paye-toi en premier ». C'est un dicton qui veut dire en fait qu'on met en place un plan d'épargne et on s'y tient. En réalité, même si le virement automatique de l'épargne passe après le loyer, tu t'es quand même payé. Donc le paye-toi en premier, c'est pas forcément à prendre à la lettre, hein. Donc voilà. Mais l'idée, c'est voilà. J'ai mes flux aussi d'épargne. Dans l'épargne, tu as plusieurs catégories. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Donc on reviendra après pour pas vous perdre. Mais il y a l'épargne imprévue, si tu ne l'as pas encore constituée, tu vas décider d'une somme que tu vas mettre de côté tous les mois pour cette épargne. Ton épargne donc c'est même pas une épargne, mais ce sont des provisions. Donc si tu as mis en place un plan de provision pour réaliser un projet, voyage, achat d'une voiture, etc., mais tu auras prévu un montant que tu vas mettre de côté tous les mois. Et l'épargne projet, l'épargne imprévue et tes investissements, bien sûr. Donc si tu as mis en place déjà un plan d'investissement en bourse, si tu utilises la méthode que j'avais fait en Reels, donc c'est le DCA, cette méthode te permet en fait de mettre une même somme tous les mois en bourse. Donc tu achètes des actions, moi c'est les actions à dividendes que j'achète, donc si tu achètes des actions à dividendes tous les mois, vous parlez que pour les entrepreneurs, non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est vraiment la base, c'est la structure financière, qu'on soit entrepreneur ou quel que soit le type de revenu, en fait on a les mêmes types de dépenses. Et là c'est pour les finances personnelles, donc c'est pas les finances professionnelles mais les finances personnelles. Donc pareil, même quand on investit en bourse, on peut décider en amont de la somme qu'on mettra tous les mois en bourse. Donc ça, c'est dans le flux épargne. Et une fois qu'on a ces trois catégories, fixe, variable essentielle, épargne investissement, eh bien il reste une quatrième catégorie qui est finalement l'argent qui me reste pour les dépenses liées à mon mode de vie. J'appelle cette catégorie le budget argent de poche. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire un schéma. D'ailleurs, dans le cours, tu as accès à ce schéma. J'ai mis des couleurs très vives et c'est fait exprès parce qu'en fait, le cerveau va retenir beaucoup plus facilement parce que pour chaque catégorie, tu as une couleur. Celles qui ont déjà vu le cours, elles connaissent les couleurs. Et ça permet en fait, dès que tu remplis les cases, tu as quatre cases avec des couleurs différentes par flux et par catégorie. Dès que tu as rempli les différentes cases, en fait, ton cerveau, il va enregistrer la structure de tes finances. Et c'est une structure qui ne change pas d'un mois à l'autre. Pourquoi ça ne change pas? Parce qu'en réalité, en fait, ça peut changer, mais ça ne change pas tous les mois. La structure des dépenses fixes sera toujours la même, à moins que tu changes de maison et que ton loyer baisse ou augmente, à moins que tu changes de voiture, etc. Mais c'est pas quelque chose qui arrive tous les mois. Donc, normalement, les dépenses fixes, ce sont des flux qui ne vont pas changer d'un mois à l'autre. Les dépenses, est-ce qu'on pourrait avoir un focus sur la bourse un jour? C'est prévu. C'est prévu, de toute façon, je ferai un live une fois par semaine, donc on fera un focus. Vous allez me poser des questions sur cette partie-là également. Donc, si je reviens à ce que je disais, les dépenses fixes, ça ne change pas. Les dépenses variables essentielles, ce sont des dépenses, effectivement, qui varient d'un mois à l'autre. Moi, dans la méthode que j'enseigne à mes clientes et que j'applique également, ce sont des dépenses qu'on a rendues fixes. Donc, même si ça change d'un mois à l'autre, on a mis en place une stratégie qui permet d'automatiser ce flux-là et
même si c'est fixe, même si c'est variable, de le rendre fixe, nous, dans la façon dont on le gère, pour ne plus être impacté par la variation de ces dépenses, de ne plus impacter le budget argent de poche. Donc ça, c'est une apparenté. Donc les dépenses variables essentielles, ça reste quand même plus ou moins le même montant, tous les mois. Le budget, la catégorie épargne également, dès qu'on a mis en place notre plan d'épargne pour les différentes catégories d'épargne et notre plan d'investissement, c'est quelque chose qui est automatique également. Donc les trois montants sont les mêmes et donc le budget argent de poche est également le même. Maintenant, coucou Tatoune, coucou, il y a du monde qui se connecte, ça fait plaisir. Donc maintenant, la plus grande difficulté, si je puis dire, c'est pas vraiment une difficulté, mais ce qui va permettre vraiment de faire la différence et de piloter ses finances, et c'est souvent ce qu'on confond, on confond faire un budget et faire sa structure financière. La difficulté sera finalement d'anticiper toutes les dépenses qui sont liées à son mode de vie et qui sont intégrées dans le budget argent de poche. Coucou Myriam, dans le budget argent de poche. Donc en réalité, quand tu fais ton budget, tu vas commencer effectivement par la structure de tes finances, mais il ne faut pas s'arrêter là. La plupart du temps, on s'arrête là, on se dit, bon, ben, je connais mes dépenses, je sais combien d'argent j'ai tous les mois, ça y est, mon année, elle est faite, j'ai mon budget. Non, non, tu n'as pas de budget, parce qu'en réalité, tout ce qui nous met en difficulté ou tout ce qui nous donne l'impression de ne pas pouvoir anticiper, ce sont toutes les dépenses de la vie courante. Souvent, mais je pense que je le répète tellement souvent, je pense qu'on est entre habitués, donc maintenant vous êtes au courant, mais souvent, on a l'impression que les dépenses qui sont liées à notre mode de vie, on les découvre chaque année, alors que ce sont les mêmes. Les anniversaires, c'est tout le temps à la même période. Moi, je suis née le 1er octobre, je sais que chaque 1er octobre, soit je fais une fête, donc j'ai des dépenses en conséquence, soit je me fais un super cadeau parce que j'ai envie de me faire un super cadeau, soit je pars en voyage. Donc il y a toujours une dépense à la période du 1er octobre. Donc ça, c'est quelque chose que je peux anticiper. Mais mes amis d'enfance, dont Tatoune, n'est-ce pas? Je connais leur anniversaire, donc c'est quelque chose que je peux également anticiper. La révision de la voiture. Dès qu'on a une voiture, on sait qu'il y a des révisions à faire. C'est pas 2 mois avant la révision qu'on va se dire, bon ben, tiens, je dois sortir 500 € pour faire la révision de ma voiture, comment je vais faire? Donc l'idée, et je le dis aussi dans le cours, donc je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, à t'inscrire au cours, je pose les fondations de mon cercle vertueux. L'idée, c'est de se poser. On le fait une fois. La première fois, c'est toujours un peu plus long, mais tu te rendras compte que ton calendrier de dépenses, finalement, pour ta vie courante, au final, c'est la même chaque année. Je me pose, je prends mon petit calendrier et je me dis, ok, en janvier, est-ce que j'ai des dépenses que je peux déjà anticiper, même si ça fait partie de mon mode de vie et que c'est pas quelque chose qu'on met généralement dans un budget. L'épiphanie, est-ce que j'ai l'habitude de faire une réception à la maison pour l'épiphanie? Je sais pas moi, est-ce que j'invite les gens pour la galette, des choses comme ça. Je note tout ça et je mets un budget. Maintenant, tu vas peut-être me dire, ouais, mais je ne vais pas déjà anticiper maintenant ce que je vais payer comme budget pour la réception à la maison. Je ne te demande pas de faire quelque chose de précis, mais tu peux déjà prévoir une fourchette. Ce sera toujours mieux d'avoir cette fourchette prévue en amont que rien du tout et se retrouver à dépenser plus que ce que tu as de disponible comme argent de poche. Donc voilà, donc tu fais ton calendrier pour l'année et c'est ce calendrier qui va te permettre de réaliser ton budget argent de poche. Donc, pour répondre à la question, parce que je parle trop, par contre, je vous préviens, je parle beaucoup, je vais essayer de faire moins d'1 heure. Donc, pour répondre à la question, par où commencer pour gérer son budget, tu vas commencer par ton état des lieux qui va te permettre de faire la structure de tes finances. Une fois que tu as fait la structure de tes finances, dépenses fixes, dépenses variables essentielles, épargne et mon argent de poche, comment on doit répartir tous ces budgets sur un compte bancaire? Alors, ça, j'ai une question là-dessus, donc je vais y venir. Comment je fais pour... une fois que j'ai fait la structure de mes finances, que je connais le montant de mon argent de poche, je réalise le calendrier de mes dépenses. Et quand j'ai fait mon calendrier de dépenses, je sais par mois combien à peu près j'aurai besoin d'argent. Pourquoi c'est intéressant de le faire? Parce que tu peux te rendre compte. Prenez un exemple. Si j'ai 300 € d'argent de poche par mois sur l'année, tu peux te rendre compte que sur certains mois, par rapport aux dépenses qui sont liées à ton mode de vie, tu auras besoin de 400, 500 €. Le fait de le savoir en amont, la multibancarisation, exactement. Mais tu connais Manon parce qu'on l'a fait ensemble, donc tu sais. Mais effectivement, moi, j'automatise les flux et j'utilise plusieurs comptes bancaires. Si ça t'intéresse, tu viens me voir en DM. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, si tu n'es pas dans la team newsletter, mais je prépare un programme de groupe dans lequel on va voir ça ensemble. Donc voilà, donc du coup, tu fais ton calendrier. Tu te rends compte que peut-être qu'en juillet, tu as besoin de 500 € alors que ton argent de poche il est de 300 €. Ça va te permettre de mettre en place un plan de provision pour que le mois où tu auras besoin de 500 €, ben, tu aies mis de côté 500 € pour ta vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est de faire ce jeu d'équilibre en amont
se poser peut-être 1 heure quand tu prépares, même moins quand tu as l'habitude de le faire, mais 1 heure quand tu prépares ton budget, tu fais ta structure financière. Une fois que c'est fait, tu automatises tes flux financiers, et après, tu mets en place ton plan de provision pour que ton année soit le plus smooth et le plus serein, que tu passes ton année de la façon la plus sereine que possible. Donc voilà. La deuxième partie de la question, c'était gérer les imprévus. Donc là, quand je parle du calendrier, ce sont ce qu'on appelle généralement des imprévus, mais des choses qu'on peut réellement anticiper. Maintenant, effectivement, dans la vie, il y a toujours des imprévus qu'on ne peut pas anticiper. Pour ça, tu vas mettre en place ton épargne imprévue, ou épargne de précaution, comme la plupart du temps on l'appelle. L'épargne imprévue, c'est ton matelas de sécurité. Donc, petit aparté, encore une fois, dès qu'on a mis en place son épargne imprévue, si un imprévu arrive, il ne faut pas hésiter à piocher dedans. Parce que le plus souvent, les gens se retrouvent frustrés de piocher dans leur épargne imprévue, alors que le rôle premier de cette épargne-là, c'est de faire face aux imprévus. Donc, si tu as quelque chose, je sais pas moi, si tu as ta machine à laver que tu dois changer, si tu as crevé ton pneu et que tu dois acheter un nouveau pneu, il faut pas que tu te dises, mais alors je dois piocher dans mon épargne imprévue. Effectivement, c'est chiant. Je te l'accorde, c'est super relou de devoir piocher dedans, mais en fait, tu dois être contente de te dire, ben, grâce à ma méthode de gestion et grâce aux garde-fous que j'ai mis en place, je n'aurai pas à soit payer mon pneu en 4 fois ou me mettre en difficulté sur plusieurs mois, parce que quand je me mets à découvert, mais souvent ça prend plusieurs mois pour recouvrir ce découvert, je pioche dedans et c'est ok. Donc déjà, le fait de penser comme ça t'enlève un poids sur ton mindset et la façon dont tu vois, la façon dont tu gères ton argent. Parce que tu sais que tu peux piocher dedans et tu vas reconstituer la somme si tu as envie pour retrouver le niveau d'épargne imprévu que tu avais avant cet imprévu-là. Donc, comment gérer son budget? Je fais ma structure financière, je réalise mon calendrier de dépenses lié à mon mode de vie pour pouvoir faire mon budget argent de poche. Et je mets en place, si ce n'est pas encore fait, un plan d'épargne imprévu pour mon matelas de sécurité et pour pallier aux imprévus de la vie. Donc voilà pour la première question. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me dire. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question que j'ai reçue en amont. J'en ai reçu que je ne vais pas répondre ce midi, parce que ce n'est pas des questions qui sont liées à la gestion des finances. Donc je les garde au chaud pour les prochains lives. La deuxième question, c'est comment sortir du découvert. Donc ça aussi, avant de répondre à cette question, il faut déjà identifier la source de ce découvert. Il y a 2 catégories de découvert. J'en avais parlé en story il y a quelques jours. La première catégorie de découvert, c'est le découvert structurel. Qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé à l'instant. On fait la structure de ses finances. Quand tu réalises la structure de tes finances, tu peux te rendre compte que, en fait, l'argent de poche qui me reste est de 50 euros. 50 euros, effectivement, bon, même 50 euros, quel que soit l'endroit où tu vis, 50 euros, c'est pas assez pour pouvoir pallier à ses loisirs, aux dépenses qui sont liées à son mode de vie, etc. Donc là, effectivement, si tu te retrouves, dès la première question, il y a déjà du niveau. C'est gentil, Jessica, merci beaucoup. Donc déjà là, quand tu fais ta structure financière, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui coince, je ne gagne pas assez d'argent par rapport à mes dépenses. Une fois que tu sais ça, et donc, généralement, quand tu fais ta structure financière, si tu te rends compte de ça, tu sais déjà que tu es à découvert. Parce que s'il te reste 50 euros après avoir fait tes catégories de dépenses, c'est que tu es à découvert déjà tous les mois. Dès que tu sais ça, tu te dis, eh ben, c'est par rapport à ma structure financière. Dès que tu vois ça, tu te dis, est-ce que c'est le niveau de mes dépenses fixes? Si ce sont le niveau de tes dépenses fixes, eh il faudra peut-être rentrer, mettre la main dans le cambouis, comme je dis, et se dire, revoir les dépenses fixes, peut-être qu'il y a des abonnements qu'il faut que je réduise, que je retire, peut-être que le loyer, ça c'est quelque chose qui est difficile à entendre, mais peut-être que mon loyer est trop élevé par rapport à mes revenus, ça on l'identifie, peut-être que c'est lié à ton niveau de dépenses variables essentielles. Est-ce que la voiture que j'ai, est-ce que les courses, il ne faut pas que je revoie mon budget courses pour pouvoir réduire ce budget-là, etc. L'épargne, pareil, souvent, des fois, on met beaucoup d'argent de côté, parce qu'on se dit, bon, on nous a dit d'épargner énormément, donc j'épargne énormément. Mais en fait, le fait de mettre, je prends toujours le même exemple, je mets 300 euros de côté, mais après, dans ma catégorie budget, il me reste 50 euros. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chaque mois, pour ne pas être à découvert, je vais récupérer de l'argent. Donc, psychologiquement, le fait de mettre 300 euros de côté et de récupérer de l'argent dessus, parce qu'on n'arrive pas à finir le mois au-dessus de zéro, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à mettre en place une épargne. Donc, vaut mieux être honnête avec soi en faisant sa structure financière et en se disant, effectivement, par rapport à la structure de mes finances,
la capacité d'épargne, elle est de temps. Vaut mieux se dire ça en amont et se dire, bon, ben, je mets 250 € de côté pour l'instant, c'est ce que je peux me permettre. Et je suis OK avec ça et je ne pioche pas dedans. Plutôt que de mettre 300 € et 3 jours avant le salaire, 15 jours avant le salaire, on récupère 150 € dessus. Parce que le message qu'on envoie à son cerveau, c'est que on n'arrive pas à tenir un plan d'épargne. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on est trop ambitieux par rapport au niveau des revenus qu'on a aujourd'hui. Donc là, c'est la première chose. C'est pour les dépenses, les revenus structurels. Le découvert structurel. Le découvert chronique, c'est quoi? Le découvert chronique, c'est lié au fait que ma structure financière, elle est correcte, mon niveau de dépenses fixe, au niveau des ratios, c'est OK, les dépenses variables essentielles, c'est OK. Mais par contre, j'ai un train de vie, toutes mes dépenses liées à mon mode de vie, soit j'anticipe pas assez, donc en fait, c'est à la wall again, je dépense trop dans mes loisirs, soit il y a eu un imprévu, et je n'ai pas d'épargne imprévue, donc du coup, j'ai dû sortir une grosse somme d'argent et je n'ai pas, donc au lieu, imaginons que j'ai 2000 € tous les mois, le fait d'avoir sorti une grosse somme d'argent, ça m'a mis à découvert de moins 500 € sur un mois. Eh bien, en réalité, au lieu de commencer le mois avec 2000 € tous les mois, si c'est mon revenu, je commence avec 1500 €. Et ces 1500 €, c'est trop élevé par rapport à la structure financière actuelle. Mais ça, c'est lié au fait que j'ai moins 500 € que je traîne tous les mois. Ça, c'est un découvert chronique. Parce que c'est lié à un imprévu ou c'est lié à mon mode de vie. Une fois que tu as identifié de quel type de catégorie, dans quelle catégorie ton découvert est, tu pourras mettre en place un plan d'action. Pour la partie découvert structurel, j'en ai déjà parlé. Il faudra revoir effectivement la structure de ces dépenses fixes. Pour la partie découvert chronique, là, il faudra faire un effort sur plusieurs mois pour pouvoir revenir à zéro sur son compte. Mais une fois que tu sais ça et que tu te dis, OK, pendant 3 mois, il faudra que je fasse attention, que je sorte moins, que je retire certaines dépenses que j'avais prévues, mais ça n'engendre rien sur mes dépenses fixes, etc. Je le fais sur 3 mois, c'est un plan d'action que j'ai mis en place. Ben, si tu seras OK avec ça. Parce que tu te dis pas, je suis en train de me restreindre. Tu te dis, j'ai mis en place un plan d'action pour pouvoir revenir à niveau et recouvrir mon découvert. Donc voilà. Donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ma réponse. Mais pour résumer, il faut identifier la structure, il faut identifier la source de son découvert. Et en fonction de la source de son découvert, on va soit jouer sur les dépenses fixes parce que en général, ça représente à peu près 50 à 60% de ses revenus. 50% de ses revenus, soit jouer sur le fait qu'on va réduire son mode de vie le temps de recouvrir à son découvert. Et une fois qu'on est revenu à zéro, il est important, pour ne pas retomber dans le cercle vicieux des découverts, il est important de faire ce que j'ai dit au début, le budget de son argent de poche et mettre en place son plan d'épargne imprévu. Voilà. Ça, c'était la deuxième question. Je pense que j'ai pas de questions. J'attends un peu parce qu'il y a un petit décalage. Si j'ai pas de questions, je vais continuer. Alors, donc là, c'était pour comment sortir du découvert. Ensuite, j'en ai une autre. Est-ce qu'on peut ouvrir un support différent pour chaque provision? Parce que je veux cotiser pour une voiture. Alors, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Moi, ce que je préconise, alors, il faut le voir un peu dans son ensemble. Moi, donc ce que j'ai fait mes clientes faire, c'est automatiser leur flux financier. Pour chaque flux, on a un compte dédié, ce qui permet de vraiment avoir au niveau de sa structure financière, de finalement remettre sa structure financière sur plan d'épargne imprévu, la clé, exactement. C'est ce qui permet, en fait, c'est son matelas de sécurité, c'est ce qui permet d'être serein en cas d'imprévu, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie. Parenthèse fermée. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je préconise la multibancarisation. Donc, c'est ce qui permet aussi d'automatiser ses flux et d'être au clair sur l'argent dont on dispose tous les mois. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vraiment tu es intéressé par ma méthode, il y a plusieurs méthodes pour automatiser ses flux. La mienne, c'est par la multibancarisation. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre du côté de la newsletter et à nous rejoindre dans la liste d'attente pour le club qui va commencer bientôt. Donc, une fois que tu as fait ça, pour chaque flux, on a un livret de provision qui permet, en fait, c'est le compte tampon. Donc, j'ai ces livrets-là. Et pour les projets, soit tu as un outil de pilotage, d'ailleurs, maintenant, tu en as un normalement, soit tu as un outil de pilotage qui te permet de savoir quel est ton plan de provision pour chaque projet. Et à ce moment-là, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une épargne pour chaque provision. Soit, effectivement, tu n'as pas encore d'outil de suivi. Et pour être au clair, tu vas créer un livret de provision pour chaque projet.
Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça dépend vraiment de toi, la façon dont tu gères. Après, moi, je sais que pour mes projets, j'ai vraiment une épargne projet. Et dans mon outil de pilotage, je sais pour quel projet je provisionne. Après, tu as le plan de provision. Donc, c'est pour le budget argent de poche. Comme tu vas faire ton budget et tu vas mettre en place des plans de provision, comme j'expliquais au début du live, tu vas mettre de l'argent de côté pour le mois de juillet parce que tu as 300 € disponibles, mais tu auras besoin de 500 €. Là, j'ai un livret spécial pour le livret provision des dépenses courantes de l'année. Donc, tu as les projets moyen long terme, voyage, achat de voiture, etc. Et tu as les projets qui ne sont pas vraiment des projets, mais qui, en fait, tu as le livret de provision pour la vie courante. Donc, je dirais minimum 2. Maintenant, je crois que c'est toi qui avais posé cette question, donc tu me dis si c'est clair. Voilà pour la 3e question. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Alors, comment faire pour épargner? Comment faire pour épargner même des petites sommes? J'ai envie de commencer, même si j'ai pas énormément de sous disponibles à l'instant T. Comment faire pour épargner? Eh bien, tu réalises la structure de tes finances. Je reviens toujours à la base, tu fais la structure de tes finances. Quand tu as fait la structure de tes finances, tu sauras combien d'argent tu disposes. Une fois que tu sais de combien d'argent tu disposes après avoir identifié les flux obligatoires, eh bien, tu vas te poser, te dire, j'ai envie d'épargner pourquoi? La meilleure façon d'épargner, c'est de savoir pourquoi on épargne. Épargner, pour moi, c'est pas une bonne chose parce que déjà, ça signifie qu'on a la peur du manque. Souvent, on met de l'argent de côté, on a peur d'y toucher parce qu'on se dit, on ne sait jamais si j'ai besoin d'argent à un moment donné. Donc, il faut travailler la peur du manque, premièrement. Deuxièmement, je dois te laisser car j'ai rendez-vous avec ma banquière. Eh bien, quand on parle d'argent, comme par hasard, comment faire la structure des finances? Faut-il faire un tableau? Je pense que tu es arrivé avant le début du live. Effectivement, si tu n'es pas encore inscrite au cours, je pose les fondations de mon cercle vertueux, n'hésite pas à t'inscrire. Dedans, je t'explique comment faire la structure de tes finances. Et j'ai mis à ta disposition un tableau, un outil qui te permet d'avoir la structure imagée. Et comme j'expliquais, il y a une couleur par flux, ce qui permet en fait d'ancrer l'information dans son cerveau et de savoir pour chaque catégorie quel est le budget. Oui, j'ai raté le début. Donc voilà, j'ai répondu et puis n'hésite pas à t'inscrire au cours et puis tu auras la réponse plus détaillée. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc voilà. Épargner pour épargner, c'est pas une bonne chose. Parce que souvent, on met de côté, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et après, on a peur de piocher dedans parce que en fait, ça traduit la peur du manque. Pour moi, l'argent, c'est un flux. Déjà, c'est un flux. C'est un outil, premièrement. Et c'est un flux. Un flux qui nous permet de vivre selon nos standards. Donc, dès que tu as mis en place tes différents garde-fous, dès que tu as mis en place tes différents matelas de sécurité, dès que tu as mis en place une gestion qui est automatisée, qui est à ton service, tu n'as plus peur de dépenser parce que tu dépenses déjà premièrement intentionnellement et tu connais la structure de tes finances, c'est en tête et tu sais pourquoi tu dépenses et tu sais que l'argent que tu es en train de dépenser, tu l'as gagné et qu'il est fait pour ça. Donc déjà, tu fais ce premier shift au niveau de ton mindset. Ensuite, tu as des projets à réaliser. Maintenant, par exemple, vous avez vu cotiser pour acheter une voiture. Mettre de côté pour acheter la voiture, tu sais qu'il ne faut pas y toucher parce que dans 2 ans, potentiellement, tu vas acheter ta voiture cash. Quand dans 2 ans, il faudra prendre tout l'argent pour pouvoir acheter ta voiture, tu ne vas pas te dire, oh là là, je suis en train de sortir 6 000 € sur mon compte, j'ai peur. Non, parce que tu sais que tu as mis cet argent de côté pour justement acheter ta voiture. La seule épargne que tu vas constituer et que tu vas garder de côté pour les imprévus, ben, c'est ton épargne imprévue. Et effectivement, pareil, si demain tu as un imprévu, tu n'auras pas peur de piocher dedans parce que c'est le rôle de cette épargne-là. Et ensuite, pour moi, les épargnes, ça doit être destiné à un projet en question ou à un plan de provision. Maintenant, il y a l'investissement. L'investissement en bourse, par exemple, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin, mais c'est de l'argent que tu mets au travail. C'est de l'argent qui va te permettre, moi par exemple, j'investis en bourse dans des actions à dividendes. Il y a tout un tas de stratégies d'investissement en bourse. Moi, j'en ai choisi une et je m'y tiens. Je ne vais pas commencer à diversifier parce que déjà, je ne suis pas une fan de bourse, mais je reconnais la valeur et la puissance des intérêts composés et la puissance des dividendes. Donc, j'ai décidé de mettre en place un plan d'action pour constituer un patrimoine et avoir des actions en bourse qui me génèrent des revenus 100% passifs. C'est la 3e phase de la méthode FODAF. Cet argent-là, j'ai cet argent-là qui n'est pas en train de dormir sur un livret, mais qui est en train de travailler et qui me permet de recevoir des dividendes tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc, il y a l'épargne pour les projets, il y a l'épargne imprévue,
Et il y a la stratégie d'investissement en bourse pour mettre son argent au travail. Et même si tu as une petite somme, parce que c'est ce qu'elle m'explique, tu peux commencer à épargner. Avec 50 euros. Effectivement, ton plan de provision il sera beaucoup plus long. Donc, il faudra jouer à un moment donné sur le levier revenu. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai vraiment pas de réponse magique par rapport au fait qu'on ait des petites sommes. De toute façon, j'encourage toutes mes clientes. Demain, le club sera ouvert. Je vais encourager toutes mes adhérentes à jouer sur le levier revenu. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester là et ne pas dépenser. Parce que sinon, ça ne sert à rien de gagner de l'argent au final. Donc, l'idée, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. Mais pour pouvoir garder le lifestyle qu'on a envie de garder, réaliser ses projets et faire le jeu d'équilibre entre vivre la vie pleinement, réaliser ses projets et constituer son patrimoine, il faut jouer sur le levier revenu. Tu t'occupes des cas désespérés. Il n'y a pas de cas désespérés. Pour moi, il n'y a aucun cas qui est désespéré. Effectivement, parfois le point de départ, c'est un peu challengeant. Donc, peut-être que tu as découvert structurel, peut-être qu'il faudra mettre en place des plans d'action pour pouvoir revenir au niveau zéro, entre guillemets. Mais quand tu sais que tu le fais pour derrière tout exploser et créer ton cercle vertueux, ben, psychologiquement, tu te dis, ok, je suis en train de mettre en place quelque chose de malade et demain, ça va me permettre d'avancer, de diversifier mes revenus, de constituer mon patrimoine, etc. Donc, il n'y a pas de cas désespérés. Il y a des cas challengeants, mais pas de cas désespérés. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que j'expliquais, c'est que pour l'investissement, même si tu mets 50 euros par mois pour acheter des actions à dividendes, c'est toujours mieux que 0 euros. Parce que la force de la bourse, c'est le temps. Donc, même si tu commences avec une petite somme, il vaut mieux commencer et être régulière. Si c'est pour un projet, si tu m'as dit que tu veux mettre 10 000 euros de côté, que tu aimerais acheter ta voiture à 10 000 euros dans 2 ans, mais que tu peux mettre que 50 euros, il faudra jouer sur le levier revenu. Coucou Aurélia, j'allais poser la même question. Les filles, pas de cas désespérés, que des cas challengeants. Mais on peut tout y arriver. Est-ce que la bourse est un moyen de diversifier les revenus comme le side business? J'étais une catastrophe et maintenant ça va, il faut juste être discipliné. I love it! Surtout quand ça vient d'une cliente, j'adore. Alors, est-ce que la bourse est un moyen... Alors, la bourse est un moyen de diversifier ses revenus, mais c'est un moyen long terme. Parce que tu vas commencer à investir, tes dividendes, ça ne va pas être 500 euros dès le premier mois. Par contre, diversifier le side business, c'est pour moi le moyen le plus rapide de faire du cash. Tu vois? Parce qu'on a des outils qui sont mis à nos dispositions. Internet, avant, il faut se rendre compte qu'à l'époque de nos parents, créer un business, ça coûtait de l'argent. Et ça coûtait cher. Parce qu'il fallait trouver un local, il n'y avait pas Internet. Fallait faire de la publicité sur les panneaux qui coûtaient une blinde. Aujourd'hui, littéralement, avec Instagram, avec une stratégie de newsletter, avec un tunnel de vente, tu peux déjà diversifier tes revenus et gagné 1000, 2000 euros par mois juste avec ton téléphone, un Wi-Fi, ton ordinateur et des compétences bien sûr que tu veux apporter à un problème. Merci, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Avec plaisir. Donc pour moi, le meilleur moyen d'augmenter ses revenus, c'est de créer un side business. Maintenant, c'est simple, c'est pas forcément facile dans le sens où ça va pas arriver du jour au lendemain, mais ça reste plus rapide que la bourse. Et pour accélérer le processus et boucler son cercle vertueux, il faut effectivement, si on a besoin d'avoir un peu plus de revenus, récupérer une partie de ces revenus supplémentaires pour augmenter son lifestyle, ou en tout cas maintenir le lifestyle qu'on a aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas assumer avec le salaire unique qu'on avait. Mais il faut aussi mettre une partie en bourse pour commencer à créer ses revenus passifs. Et c'est là la force du cercle vertueux, c'est là la force de la méthode FODAV, c'est que j'ai un salaire, ça me permet de maintenir mon lifestyle. Je mets en place un side business qui me permet de faire 500, 600, 700, 800, 1000 euros, voire plus par mois. Dans cet argent, après avoir retiré les charges sociales, les frais, etc., je décide de mettre une partie en bourse et de prendre peut-être 100, 200 euros pour augmenter mon salaire d'autant. Mais je mets une bonne partie en bourse pour acheter des actions à dividendes tous les mois pour que dans 10 ans, je me dise, ok, j'ai mis en place un système et j'ai des revenus passifs. Donc, il faut coupler les deux, à mon sens. Et après, il y a bien sûr l'investissement immobilier. Mais les filles de la team, les membres de la team newsletter ont reçu un mail lundi. Non, c'était mardi, exceptionnellement cette semaine. Dans lequel j'expliquais pourquoi pour moi l'immobilier c'est super intéressant, mais qu'il faut quand même savoir dans quoi on met les pieds. Donc voilà, je suis en train de m'égarer là. Mais en tout cas, voilà, si tu as des petits sites, même si tu n'as pas énormément à mettre de côté,
C'est toujours mieux de mettre un petit peu de côté que de ne pas mettre du tout et d'attendre d'avoir 200-300 euros, voire plus à mettre de côté. Donc même si c'est 50 euros, je crois que tu m'avais dit que c'était 50 euros, c'est toujours mieux que rien. Mais après, effectivement, il faudra jouer sur le flux revenu. Quand on n'a pas de revenu fixe, je trouve que c'est compliqué. Eh ben, j'ai une question avec ça, donc on va enchaîner. J'en ai une très intéressante. La question c'est, je suis entrepreneur, j'ai des revenus variables, j'ai du mal à me projeter. Donc ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire, ça vous. Pour moi, ce n'est pas... Alors, c'est beaucoup plus challengeant. Je n'aime pas le mot compliqué. Parce que il faut bien choisir ces mots parce que le cerveau, il croit ce qu'on lui dit. Donc c'est challengeant, mais ce n'est pas impossible. J'ai déjà eu des clientes qui sont... Alors, j'ai une cliente qui est infirmière libérale. Je ne crois pas qu'elle soit connectée. J'ai une cliente qui est intermittente du spectacle. J'ai une cliente qui est entrepreneur. J'en ai plusieurs qui sont entrepreneurs. L'idée, comme pour les revenus variables essentiels, les charges variables essentielles, on en parlait avec Cici exactement. On en a parlé la semaine dernière. Quand tu as des revenus qui ne sont pas réguliers, il faut que tu les rendes fixes. Comment tu fais ça? Tu sais par exemple, ce sera plus ou moins challengeant. Si tu viens de commencer ton activité, effectivement, tu seras dans une période d'observation pour te rendre compte, ok, aujourd'hui, mon activité me permet de dégager minimum tant d'euros. Mais toi, tu es déjà quand même bien installé depuis un moment, ça vous. Donc, tu sais que tu fais chaque mois minimum, je vais prendre un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Chaque mois, mon business me permet de générer minimum 5 000 euros. Dans ces 5 000 euros, je connais mes charges. Donc là, on ne va pas rentrer dans la partie gestion des finances professionnelles, mais pareil, tu vas faire la structure financière de ton business, tu connais tes charges, etc. Donc, tu sais que tu peux te dégager, dès que tu as 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux te dégager, je dis une connerie, 1 500 euros de salaire. Si ça, c'est ton minimum, une fois que tu sais ça, tu vas faire la structure financière de tes dépenses personnelles, de tes finances personnelles. Tu sauras que tu as besoin de, je sais pas, tu as besoin de 1 500 euros. Voilà, pour faire simple, tu as besoin de 1 500 euros pour pouvoir assumer tes dépenses fixes, assumer tes dépenses variables essentielles, épargner pour tes projets et avoir un argent de poche suffisant pour ton mode de vie. Donc, tu vas mettre dans ton budget que tu auras 1 500 euros de revenus. Dans la réalité, il y a des mois où tu vas faire 6 000 euros, il y a des mois où tu vas faire 10 000 euros, il y a des mois où tu vas faire 4 000 euros. C'est pas très grave parce que toi, tu auras mis 1 500 euros. Quel que soit ton chiffre d'affaires, tu vas te verser 1 500 euros de salaire. Au début, il faudra roder le système. Quand on met en place un nouveau système, il faut toujours une période de rodage. Dès que tu as mis 1 500 euros, si le premier mois, les 2 premiers mois, tu as eu 5 000 euros, tu mets 1 500 euros. Si un mois, tu as fait 6 000 euros, tu vas quand même te payer 1 500 euros et la différence, tu vas le mettre sur un livret de provision pour que le mois d'après, si tu fais 4 000 euros, tu te dises, j'ai de l'argent de côté. Donc, ce mois-ci, je vais prendre 1 000 euros via mon chiffre d'affaires mensuel et les 500 euros de buffer, manquant, je vais les prendre sur mon livret que je vais appeler livret tampon revenu. Et c'est comme ça, en fait, qu'au final, tes revenus variables, tu vas les rendre fixes. Quel que soit le niveau de ton chiffre d'affaires, une fois que tu auras identifié le point mort, quel que soit le niveau de ton chiffre d'affaires, tu vas te verser le même salaire. Il ne faut pas se verser un salaire en fonction de son revenu. Parce que ça, effectivement, ça empêche d'anticiper. Merci beaucoup. Donc, il faut vraiment se verser le même salaire, comme un salarié. Et c'est ce que j'expliquais aussi en story. Si tu utilises Stripe, alors par exemple, moi j'ai mon business en ligne, j'utilise Stripe, c'est un intermédiaire de paiement. Stripe, tu peux le configurer pour soit qu'il te verse le montant que tu as reçu. Donc, si je reçois un salaire, si je reçois des sous le lundi, le mercredi, le jeudi, il va te verser peut-être 24 heures après le montant. Ou alors, tu peux configurer la plateforme pour lui dire, je vais avoir mon activité tout le mois, mais je veux recevoir l'argent que j'ai fait sur le mois que le premier. Et c'est ce que j'ai mis en place. Donc, je reçois mon chiffre d'affaires une fois par mois. Et toi, tu peux mettre ça en place aussi. Si tu n'as pas Stripe, parce que je crois que toi, c'est plutôt des devis, donc tu reçois par virement, tu as un compte qui est dédié à la réception de ton chiffre d'affaires. Et toi, une fois par mois, tu vas te verser la somme que tu auras définie en amont comme étant ton salaire. C'est aussi simple que ça. Effectivement, c'est un peu ce que je fais, mais du coup, je ne me verse pas assez, je vais piocher comme tu disais, et mentalement, ça fait mal. Dans ce cas-là, il faut que tu reviennes à la base et que tu fasses ta structure financière pour savoir de combien tu as besoin exactement. C'est tout un jeu d'équilibre entre les dépenses obligatoires et le budget argent de poche. Et c'est ça qui manque en fait. Le plus souvent, on nous dit, voilà, connais tes dépenses, tes ratios, 50-30-20, je crois, 50-30-20, 90-10, il y a tout un tas de ratios qu'on nous donne. Mais l'argent de poche, en fait, ce qui nous empêche de piloter nos finances, c'est pas tellement la structure financière. C'est comment anticiper son année.
Des conseils très concrets et précis. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Je me suis dit, bon, je vais faire ça vendredi, je sais pas s'il y aura du monde, mais là, on est ensemble, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, l'idée, c'est que tu vas faire ta période d'observation. Tu vas te dire, ok, mon chiffre d'affaires minimum, il est de temps. Ma structure financière personnelle, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, donc j'ai besoin de tant d'argent. Donc, au début, en plus, l'avantage qu'on est entrepreneur, c'est qu'on a vraiment la main sur les revenus qu'on a. Peut-être que toi, tu vas te dire, bon, ben, pendant 6 mois, je vais essayer de prospecter, je vais mettre en place un plan d'action pour avoir plus de clients. Comme ça va me faire d'avoir une trésorerie pour pouvoir lisser mes revenus. Et après, dès que tu as ce matelas de trésorerie, tu vas l'alimenter tout en continuant à t'en verser le même montant. Il ne faut pas que tes revenus que tu te verses en tant que salaire soient proportionnels au chiffre d'affaires que tu te fais par rapport à ton business. Il faut que tu gardes une ligne linéaire et que ton chiffre d'affaires, mais tu te dises, mais pour pouvoir avoir cette ligne linéaire, il faut que je fasse du chiffre au début. Comme ça, si un mois, ça passe en dessous de ce que je me verse comme salaire, c'est pas grave parce que j'ai mon matelas de trésorerie. Voilà, c'est une super astuce pour Stripe de mensualiser le paiement. C'est une très très bonne astuce et quand je travaille avec des entrepreneurs, c'est ce que je leur dis. Ne fais pas à Stripe te verser le montant à chaque fois que tu reçois de l'argent. Parce qu'en fait, déjà, tu n'arrives pas à identifier la performance que tu as fait sur le mois. Premièrement, surtout si tu n'as pas d'outil de pilotage, ben tu peux vite te dire, ben, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait sur le mois parce que j'ai reçu 50 € à un moment donné, 100 €, 100 nanana. Et la deuxième chose, c'est que ben, tu auras tendance à vouloir piocher dedans. Donc tu mets ça en place, ça permet déjà de mettre un premier garde-fou. Avec plaisir. Donc ça, c'était la 4e ou 3e question, je ne sais plus, mais voilà. Donc ça, c'est pour les revenus variables. Stripe, c'est une appli, c'est ça? Stripe, c'est l'intermédiaire de paiement. En fait, quand tu as un business en ligne, dès que tu as un site internet, tu ne reçois pas l'argent directement sur ton compte. Parce que ben, c'est par rapport à des normes, tu ne peux pas avoir les informations bancaires de tes clients. Donc, il y a un intermédiaire de paiement que moi, j'utilise, c'est Stripe, qui reçoit l'argent qui a été versé par mon client et ensuite Stripe verse cet argent sur mon compte bancaire. Ça n'a rien à voir avec mes budgets sur les débouts de papier. C'est pas grave. Tu rejoins la team CEO. Je suis là pour t'aider, donc il n'y a pas de problème. Déjà, tu rejoins la team newsletter, tu vas recevoir plein de conseils et je suis en train de préparer un programme qui va nous faire level up en 2022. C'est ma mission, ça. J'ai trouvé ma mission de vie, c'est d'aider les femmes ambitieuses à créer leur cercle vertueux. Parce qu'on m'a souvent beaucoup posé la question. C'est vrai que moi, j'ai créé mon premier side business en 2017. J'ai très vite... Alors, c'est une déformation professionnelle. J'ai pas fait ma présentation, mais je vais la faire. Je travaille en finance d'entreprise depuis 2013 et j'ai toujours vu les fondateurs. Donc, je travaille avec la direction, etc. Et en fait, la clé dans un business, c'est de diversifier ses revenus. L'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, le fondateur donc il y a une activité principale qui est la vente événementielle en ligne, mais le fondateur a diversifié ses sources de revenus. Il a acheté un théâtre pour pouvoir avoir ces revenus-là. Il a créé une billetterie en ligne pour avoir ces revenus-là aussi, alors que ce n'est pas son activité principale, mais ça diversifie les sources de revenus. Et lui, à titre personnel, il a acheté les entrepôts qui sont loués à son entreprise, donc vous voyez, c'est poche gauche, poche droite, pour lui-même diversifier ses revenus de la sorte. Donc, il a acheté les entrepôts, il loue ses entrepôts à son entreprise, et donc, ça permet d'avoir un écosystème qui génère différentes sources de revenus. Et derrière, il y a toutes les équipes finance, contrôle de gestion, business analyst, qui permettent de gérer les coûts de l'entreprise pour s'assurer qu'on est rentable. Donc, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça dans la vraie vie en fait? Dans la vie en tant que dans les finances personnelles, c'est ce qu'on devrait faire et c'est ce que j'apprends à mes clientes aujourd'hui et c'est ce que j'applique moi-même. J'ai créé mon premier side business en 2017. J'en ai 3 aujourd'hui et l'idée c'est de diversifier, optimiser la gestion et mettre en place des revenus passifs. Comme ça, on a son cercle vertueux. Donc voilà. Donc on continue les questions parce que du coup, il est déjà 14h20. Alors, comment structurer les dépenses fixes et variables? Donc ça, je l'ai expliqué au début. Épargner ou... Alors ça, c'est une très très bonne question. Épargner ou rembourser son crédit en amont. Je n'ai pas assez d'argent pour faire les deux en même temps. Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est vrai que beaucoup préconisent de rembourser son crédit avant de commencer à épargner ou avant de commencer à diversifier ses sources de revenus? Souvent, quand quelqu'un a un crédit conso, il se dit c'est un mauvais crédit, il faut que je le rembourse au plus vite, etc. Je veux être, comme on dit en anglais, out of debt. Pas de dette, je rembourse tout et après je vais me focaliser sur l'épargne. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut nuancer. Pourquoi? Je prends un exemple, j'ai une cliente qui a un crédit auto. Le crédit auto, effectivement, je crois que c'est 385 € par mois.
Mais lorsqu'on a réalisé sa structure financière, on s'est rendu compte que ce crédit auto qui est dans les dépenses fixes n'a pas vraiment d'impact sur l'argent de poche qui lui reste à la fin du mois. Parce qu'elle a à peu près 800 euros, je me souviens plus des sommes exactes, mais elle a un montant quand même qui est conséquent. Donc, je lui ai dit, tu veux mettre en place un plan de remboursement anticipé alors que ça ne t'handicape pas dans la structure de tes finances. Le taux de ton crédit est de 3,5%. L'argent que tu as de disponible, tu peux décider, au lieu de rembourser en anticipé, tu peux décider de le mettre au travail directement en bourse avec comment on appelle ça, un taux d'intérêt, donc une rentabilité moyenne de 10% par an. Personnellement, je préfère... Le live sera enregistré, oui. Le live sera enregistré, je sais qu'il y en a qui sont arrivés en cours, le live sera enregistré. Donc si tu dois partir, tu peux. Donc je préfère mettre mon argent au travail parce que moi, mes 385 euros, ils ne m'empêchent pas de vivre, ils ne me mettent pas le couteau sous la gorge. Donc je préfère la mensualité que je voulais mettre de côté pour rembourser en anticipé, je préfère la mettre au travail directement en bourse à 10% plutôt que de consacrer cette somme à rembourser mon crédit en amont. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est ma façon de voir les choses. Je préfère mettre mon argent au travail et qu'il me fasse des revenus passifs, si je peux me le permettre, que de me dire, bon ben je me consacre, au lieu de rembourser en 2 ans mon crédit auto, je vais le rembourser en 10 mois. Non. Moi, je préfère faire comme ça. Donc après, tu fais ta structure, on revient à la base encore une fois, tu fais la structure de tes finances. Si tu vois que les 385 euros, ben ça t'empêche d'avoir un argent de poche conséquent, il faudra augmenter tes revenus et rembourser en anticipé. Pas de souci. À bientôt. Rembourser en anticipé, ce sera ta priorité. Mais si ça ne t'empêche pas de dégager assez de revenus, assez de budget, argent de poche pour pouvoir chill, vivre ta vie, avoir tes dépenses loisirs et ensuite mettre en place ton plan d'investissement, certes, pardon, certes, c'est un mauvais crédit entre guillemets, mais ça ne t'empêche pas de vivre. Donc voilà. Je vais boire un peu d'eau parce que je parle trop en fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à me dire. Autant que je boive de l'eau parce que ma gorge elle est sèche. Donc là c'était la 5e question. Je vais en faire une dernière. J'ai pas eu le temps de tout faire. Mais on va refaire. Je vais faire un live une fois par semaine pour répondre à vos différentes questions. Chaque lundi, je vais vous demander en story si vous avez des questions par rapport au thème et on va les traiter ensemble en live. Alors, je vais voir si j'ai une dernière question. Combien de supports d'épargne conseilles-tu? J'avais déjà répondu. J'ai découvert qu'il se creuse un peu plus chaque jour. J'avais répondu aussi. J'ai son budget. Alors, j'ai une question qui était intéressante, surtout sur 2 ans. Je ne sais pas de quoi tu parles, surtout sur 2 ans. Je ne sais plus de quoi je parlais. N'hésite pas à me dire, investisseuse en herbe. Coucou d'ailleurs. Je suis en train de m'étouffer les gars, mais c'est pas grave. Tout va bien. Alors, j'ai une question très intéressante. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit comment gérer un budget sans s'appauvrir et réaliser ses budgets. Et réaliser ses projets, pardon. J'ai pas compris le lien entre... Alors déjà, il n'y a pas de lien entre s'appauvrir et faire un budget. Pour moi, faire un budget, c'est justement décider et dépenser avec intention, en s'assurant qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Donc déjà, ne serait-ce que faire un budget, ça permet de ne pas s'appauvrir. Ensuite, s'appauvrir, je sais pas ce que tu entends par s'appauvrir. Pour moi, quand tu commences à piloter tes finances, c'est justement pour pouvoir avoir un système qui te permet de soutenir ton lifestyle et en plus de mettre en place un plan d'épargne pour réaliser tes projets, mettre en place un plan d'épargne un plan d'investissement pour constituer ton patrimoine. Donc dès que tu gères ton budget, tu ne t'appauvris pas. Donc je ne sais pas si tu es dans le live, peut-être que tu le verras en replay, mais faire un budget, ça ne... Reste avec nous. Ça va déjà mieux, tu vois, j'ai bu monter, ça va. Donc déjà, le fait d'avoir cette démarche de vouloir améliorer la gestion de ses finances, c'est déjà s'enrichir en fait. Tu vois, je l'ai dit en story la dernière fois,
je parle souvent de gérer ses finances comme une CEO. Je pense que tu sais maintenant pourquoi je dis ça, parce que pour moi, notre vie, c'est notre première entreprise. Et tout ce que j'ai appris dans mon expérience professionnelle, je pense que c'est vraiment intéressant de retransmettre ça dans sa vie personnelle, parce que en ayant cette méthode-là, on crée son cercle vertueux. Donc ça, c'est gérer ses finances comme une CEO. Quand tu gères tes finances comme une CEO, tu mets en place des choses pour pouvoir dépenser intentionnellement et t'enrichir. Donc tu penses d'abord comme la CEO. Voilà pourquoi je disais ça. Quand je dis ça, il ne faut pas attendre d'avoir des finances on flic pour se dire je gère mes finances comme une CEO. Donc tu vas d'abord te penser déjà, te dire je suis une CEO parce que je décide d'avoir des finances on flic, ça n'a rien à voir avec mon compte en banque aujourd'hui. Ensuite, je vais me former pour pouvoir avoir une gestion comme une CEO. Et après, le résultat, il vient toujours après avoir travaillé. Hein. Donc, après avoir appliqué ce que j'ai appris, mes finances vont matcher avec mon mindset. Mais il faut d'abord déjà avoir le mindset de CEO pour ensuite avoir les finances qui suivent. C'est pas dans l'autre sens. Il ne faut pas attendre d'avoir les finances en flic et se dire, moi, je vais gérer comme une CEO. Donc, gérer son budget, ça n'appauvrit pas. Donc, quand tu décides de faire un budget, tu ne t'appauvris pas. Donc, voilà. Je regarde si j'ai d'autres questions. Je pense que j'ai pas envie de faire un live trop long, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présentes, les filles. Je sais pas s'il y avait des garçons. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. J'adore ce format parce que je parle beaucoup trop pour faire des stories d'1 minute ou écrire. Et puis l'énergie n'est pas là quand on écrit, donc je trouve que c'est un super format. J'espère qu'il vous plaît. Les filles, Jessica et Cindy, on s'en moque pas de moi dans le live, ok? Ça me fait plaisir de partager ce que je connais dans le domaine, d'apporter mon aide. C'est vraiment pour moi quelque chose qui n'a pas de prix. Donc j'adore le format, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Au stand nombreux, on était 22, on était 22 connectés. Donc merci beaucoup. J'enregistre le live. À partir de lundi, la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel sujet on va aborder, mais je vais vous dire en story dès lundi. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans la boîte à questions, comme ça je pourrai les traiter lors du live. Rejoignez-moi du côté de la newsletter. Tous les lundis, j'envoie beaucoup de valeur aussi par écrit. J'ai aussi le podcast. Pour celles qui ne savent pas, j'ai sorti mon podcast, Mon Cercle Vertueux. Et il y a de belles choses qui vont arriver en fin d'année. Pour celles qui me font confiance, on va level up. Donc voilà. Parle, j'adore. Merci beaucoup les filles, merci pour tous vos messages. J'enregistre le live et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!